euh, l'éducation. Mhm. L'éducation, parce que c'est vrai que ça arrivait un peu comme la solution miracle à tous les problèmes de la boîte, alors qu'en réalité, déjà, il y a plusieurs verticales dans le gros. Ça, c'est important de le noter. Il y a des gens qui vont être spécialisés en outbound, d'autres qui vont être spécialisés sur le produit, d'autres en inbound. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de verticalité dans le gros. Mais surtout, ouais, c'est l'éducation des parties prenantes et de l'ensemble des collaborateurs pour expliquer qu'est-ce que c'est le gros, parce que c'est pas juste aussi un métier, c'est aussi un mindset qui... Si je vous dis grosse marketing, lead, taux de conversion, sûrement des termes qui vous parlent, et peut-être aussi des termes inconnus pour d'autres. Ça tombe bien. Notre invité en a fait sa spécialité. Et si vous êtes d'avis à upgrade votre business, vous êtes au bon endroit. Salut Marvin, Salut Jérémy, merci. comment tu vas? Ça va, écoute, très, très impressionné par tout le staff, toute l'organisation qui est derrière ça aujourd'hui, derrière l'événement. Donc, non, c'est top. On va passer un bon moment. Super. C'était effectivement le moment d'upgrade. Ouais, on en Exactement. avait besoin. Effectivement, déjà, moi, je suis très content de te recevoir. Merci d'être venu. C'est cool parce que on se connaît depuis quelques années. Et là, on va avoir une discussion comme on en a de nombreuses fois. Ouais. Mais du coup, là, il y aura des petites souris qui vont écouter ce qui se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire ce que tu fais aujourd'hui? Yes. Déjà, je m'appelle Marvin. J'ai 31 ans. Je travaille aujourd'hui chez une société qui s'appelle Orso Media. Donc, c'est un groupe média spécialisé dans, tout ce qui est opportunité business et smart content. Et j'occupe la position de gross manager, pardon. Donc, gross manager, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, c'est du coup, le gross marketing, c'est un dérivé du marketing où on va avoir une approche un peu plus centrée sur les données. On va être sur de l'expérimentation rapide, de l'itération, et dans le seul but de faire croître ta boîte, fidéliser tes clients et améliorer tes processus de vente. Mais le growth, c'est quoi exact? Est-ce que tu peux me donner, toi, ta définition du growth marketing? Ok. Moi, ma définition du gross marketing, donc c'est un peu comme je l'explique à mes copains, c'est vraiment voilà, un dérivé du marketing dit traditionnel où d'habitude on va faire des grandes campagnes où on ne sait pas trop quel est le ROI, quand aussi ça fonctionnait ou pas du tout. Non, là on va vraiment se poser sur, bah, d'un point de vue donné, tu as mis par exemple 100 € dans une campagne de pub, combien ça t'a rapporté de clients, combien ça t'a rapporté de chiffre d'affaires. Si tu ne sais pas ça, en fait, tu jettes ton argent par les fenêtres, clairement, parce que il y aura toujours une partie de tes campagnes qui va pas être bien réalisée, qui va être pas gérée, pas traquée. Du coup, tu sais que il y a potentiellement une faille dans ton entonnoir. Et là où le gros, en fait, va te permettre déjà d'itérer, de faire des petits tests, d'analyser ce que tu as pu faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché avec des outils, de l'analyse de données quanti et quali. Et ce qui va te permettre, en fait, à la fin de ces expérimentations, de récolter des apprentissages pour être plus véloce pour tes prochaines expérimentations et du coup, faire croître ton entreprise. Passer du 0 à 1, comme tu le dis si bien. Ok, super, intéressant. T'as toujours fait du growth? T'as l'air de bien t'y Pas connaître. du tout, pas du Qu'est-ce que tout, tu pas faisais du tout. avant? J'ai fait pas mal de choses avant d'arriver dans le gros. Je commençais ma vie, ma carrière en fait dans l'événementiel de base, rien à voir. Dans les spiritueux en plus. Ok. C'était un boulot très intéressant parce que les spiritueux m'intéressaient beaucoup, surtout le whisky. Mais à un moment donné, ça payait pas forcément les factures et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Je me suis retrouvé à faire un peu un bilan sur moi-même, quelle était ma trajectoire. Et comme je me suis spécialisé de base pendant mon master en marketing digital, je me suis dit, je vais revenir au classique et c'est de là que j'ai trouvé déjà un boulot dans le recrutement, dans le marketing digital, où j'ai pu reprendre un peu les bases. Et j'ai commencé à entendre parler du gros marketing à ce moment-là, par du coup le biais de l'organisme de formation Grosse Tribe, qu'on connaît très bien. Mhm. Du coup, par un webinar. Et quand il y a eu l'opportunité de rejoindre Grosse Tribe, je l'ai fait et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître du coup. Ok, super. Et donc, du coup, effectivement, on a bien compris c'était quoi, justement, le growth, comme tu disais, avec de la data, de la donnée, etc. Mhm. Euh,
c'est quoi pour toi, parce que c'est pas toutes les entreprises qui font du growth, Non. on va dire, ce serait quoi pour toi l'avantage justement d'une entreprise qui a peut-être déjà, imaginons un pôle potentiellement marketing, qui a une équipe peut-être de sales, qui a peut-être aussi un pôle produit, ce serait quoi l'avantage d'avoir aussi un pôle growth ou de faire un growth hacker rentrer dans l'équipe? Ben, pour moi, je peux reprendre l'exemple de quand j'étais dans cette boîte de recrutement où il y avait justement un gros, alors qu'il y avait pas mal d'équipes produits, sales, marketing et tout. Bah, c'est un peu un point de convergence, dans le sens où un profil gros, ça doit être un profil qui a une pluridisciplinarité, pardon, qui est censé avoir une certaine polyvalence de pouvoir communiquer, que ça soit avec des sales pour comprendre quels sont ses besoins, comment, par exemple, améliorer sa méthode de prospection. Ça peut être aussi comment donner des insights, de ce qu'il a pu récolter, comment expliquer ça, des retours clients qu'il aurait pu avoir, bah, du coup, par exemple, pour améliorer une fonctionnalité. Donc, il peut remonter au service produit, dire que voilà, beaucoup de clients m'ont remonté qu'il y avait un problème et qui était vraiment en demande de cette nouvelle fonctionnalité. Et il peut aussi, par exemple, travailler avec le marketing pour justement concevoir des nouvelles actions et traquer ces nouvelles actions pour savoir justement à quel moment ça marche, à quel moment ça ne marche pas, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas, tout simplement. Ok, super. Et du coup, tu as dit un terme intéressant, celui qui est le suivant, pluridisciplinarité. Ça veut dire que tu dois faire, en tout cas, tu dois potentiellement connaître pas mal de choses. Ouais. Comment tu te formes? Parce que du coup, tu as des gens qui vont prendre une verticale métier ou Ouais. faire une seule chose et puis devenir très, très, très expert dedans. Et de ce que tu me dis, effectivement, le growth a besoin d'avoir quand même une vision un peu panoramique, si je puis dire, ou 360 de ce qui se passe. Comment tu fais pour continuer à te former dans ça? Alors, dans le gros, moi, ce que j'avais appris du coup à l'époque chez Grosse Tribe, c'était que l'importance d'un gros, il faut qu'il soit ce qu'on appelle T-shape, donc c'est formé en T. Il faut qu'il ait par exemple une ou deux, voire trois grosses spécialisations. Mais par contre, il doit avoir un domaine de compétences assez large à plusieurs niveaux et à plusieurs degrés de profondeur. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre justement, comme je le disais, de parler à plusieurs parties prenantes dans l'entreprise, comprendre quelles sont les problématiques et justement abattre les silos entre les services qu'il pourrait y avoir dans une entreprise. Et dans ce cas de figure, c'est vrai que quand on dit ça, bah, comment on se forme et surtout par où on commence? Parce que c'est vrai que ça, c'est plutôt compliqué au départ. Moi, je vais partir de mon constat personnel. Je me suis fait un peu un sorte de bilan de compétences moi-même, hein, où j'ai posé un peu toutes les compétences que peut avoir un gros et quelles sont les compétences que moi, je souhaite avoir. Donc, je savais que je voulais faire un peu de content, un peu d'inbound marketing, donc tout ce qui était lié voilà, à l'email marketing, campagne emailing, enfin tout ce qu'on peut associer à l'inbound. Mais après, je voulais aller un peu plus loin. Je voulais aller avoir des compétences en analytique, en automation, donc en automatisation de tâches, et aussi en développement de web. Pas forcément être un vrai développeur, mais développer un peu et déjà m'affranchir du côté développeur. Et de là, je me suis dit, bah voilà, j'ai mes 5-6 compétences sur lesquelles je veux monter. Et je vais regarder quelles sont les formations qui me permettent de le faire. Alors après, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, il y a plein de formations, tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant, ça, cette formation, elle paraît qu'elle est bien, celle-ci aussi, mais comment choisir la bonne formation? C'est là après où j'ai commencé voilà, à me renseigner sur les apprenants qui avaient fait les formations qui m'intéressaient, voir quels étaient leurs feedbacks avant de me lancer dans ces types de formations. Et c'est de là après que j'ai pu concevoir mon plan de formation que je fais annuellement, quoi. Ok. Ok, ouais, non, super important. Et puis, je pense qu'effectivement, je pense dans beaucoup de métiers, mais encore plus dans le growth, tu as besoin de continuer à te tenir sur le qui-vive, etc. Puisque ça va tellement vite. Et par essence, le growth aussi se veut être un peu comme un pôle R&D, où tu vas justement chercher, expérimenter. Donc, tu n'as pas forcément de playbook en ligne, tu n'as pas forcément de marche à suivre. Il faut juste tester, itérer, et puis prendre des décisions assez rapidement. Ouais. Pour que ce soit concret pour l'audience, est-ce que tu as en tête, par exemple, une stratégie ou une expérimentation growth dont tu as le souvenir dans les boîtes que tu as vues, les boîtes où tu es passé ou peu importe, qui a marché et tu t'es dit, bah ouais, en fait, c'est vraiment ça le growth, quoi. L'une des premières que j'avais fait quand
quand j'étais dans ma boîte spécialisée dans le recrutement, ce qui était intéressant, c'est que je venais de finir ma formation chez Stripe de 12 semaines. J'étais plein de nouvelles idées. Et en fait, dans cette boîte de recrutement, on avait, moi, j'étais spécialisé franchise, c'est-à-dire que je devais faire de l'acquisition de nouveaux leads qui étaient potentiellement intéressés pour lancer une entreprise dans du recrutement en franchise. De là, en fait, avec fort de cette formation, j'ai commencé justement à travailler un peu plus sur le funnel, c'est-à-dire combien de leads arrivaient jusqu'à le closing qui pouvait se passer il pouvait se passer 6 à 8 mois pour chacun des leads qui arrivaient à terme. Et du coup, je me suis dit comment on peut aussi réactiver les gens qu'on churn, qui ont abandonné le processus. Et de là, je me suis dit qu'on n'avait pas travaillé au préalable sur des scénarios de nurturing un peu plus simples. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans plein de compagnies. Et j'ai retravaillé du coup tout un scénario de nurturing pendant quelques semaines pour justement réactiver cette base-là, en essayant de bien traquer justement quels étaient les stats par mail et surtout voir comment je pouvais optimiser mes messages. Et j'hésitais pas forcément aussi à contacter si besoin des personnes qui venaient de churn et quelles étaient les raisons. Et ce qui a été intéressant, c'est que il y a justement une de ces personnes-là, via le biais de certains messages, un des premiers, qui a tout de suite tilté quand justement en plus il y avait la période où il y avait plein de reconversions. Actuellement, c'était post-Covid. Et il y a un message qui a tilté quand on lui a demandé, voilà, est-ce que tu es prêt justement pour 25 000 € à changer ta vie, devenir entrepreneur et gagner des millions sous un an. Elle a tout de suite sauté sur l'occasion, rappelé, et puis derrière, on l'a closé quelques mois plus tard. Et ça me prouvait justement, même si c'était qu'une petite action marketing, mais bien traquée, que finalement, ça marche. C'est une petite série de tests. Après, j'ai travaillé pour optimiser ces scénarios-là, mais rien que ce petit test, ça t'aide à comprendre la valeur du growth et du coup de te dire, c'est hyper important de faire des actions simples, de les traquer, de les analyser, voir qu'est-ce qui se passe pas, et si ça marche, si ça marche pas. Ok, ouais, super, super, merci pour l'exemple. Et toi, du coup, Yes. quand tu arrives dans une boîte ou avec un client ou peu importe, et que justement tu es en tout cas embauché, en tout cas recruté, peu importe, pour faire du growth. Ouais. C'est quoi un petit peu, on va dire, peut-être tes 90 premiers jours, tes 3 premiers mois, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans une boîte pour faire du growth? Parce que de ce que tu me dis, c'est quand même, c'est un peu une compétence, je dirais, très pragmatique, un peu scientifique. Ouais. Et en même temps, tu as aussi on en reparlera, mais tu as aussi je dirais ce souci où tout le monde ne comprend pas vraiment ce que c'est. Ouais. Tu vois? Donc, comment tu t'y prends justement dans tes premiers jours quand tu montes sur une mission? Je vais parler de mes 90 premiers jours que j'ai passé chez Orso Media. Par exemple, je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, c'était consolider un rapport d'étonnement. Je suis passé par l'analyse des sites, la performance, voir à quel point ils étaient performants, on va dire, sur la performance, rapidité du site, s'il y avait des choses à améliorer, que ça soit en JavaScript, image trop lourde, etc. J'ai essayé aussi de regarder sur la partie SEO comment on pouvait s'améliorer et commencer des recherches de mots-clés où on pourrait se positionner. Également, j'ai commencé à regarder aussi sur la Search Console, voir quels étaient les trends associés justement à notre cœur de métier. J'ai fait quoi d'autre aussi? J'ai commencé à voir comment on pouvait améliorer les propositions de valeur, parce que j'ai testé justement aussi nos pages pour voir si la proposition de valeur était comprise de tous. Et également, j'ai commencé à faire du support pour voir qu'est-ce qui clochait, s'il y avait des clients qui churnaient, pourquoi ils churnaient. Surtout on y viendra un peu plus tard, je pense, mais sur la partie Magma qu'on a, justement, c'est une newsletter payante qu'on a dans le groupe Orso Media. Et là aussi, c'était important de comprendre quels étaient les besoins clients et quelles étaient leurs problématiques par rapport à notre produit. Donc, tout ça, je l'ai consolidé pendant les premières semaines où j'étais là. À la suite de ça, j'ai parlé avec mon CEO Christopher, où je lui ai un peu déballé la présentation, de voir qu'est-ce que j'ai constaté, comment on peut aller améliorer chacun des points, et justement, quelle était la priorisation, parce que ça c'était important aussi, parce que
c'est bien de vouloir tout faire, mais je suis tout seul au pôle grosse, donc du coup, il faut prioriser. Et du coup, la priorisation, c'était axé du coup sur le produit Magma, comment l'améliorer, comment faire beaucoup plus de revenus et faire beaucoup plus d'acquisition clients. Ok. Ok. C'est vrai que je rappelle pour l'audience, en fait, le churn, c'est quand effectivement ça peut être équivalent au taux de désabonnement ou autre. Et c'est quand, par exemple, quelqu'un se désabonne et du coup, il est comptabilisé dans ce qu'on appelle le churn, en tout cas en anglais. Et donc, du coup, ok, donc super sur ça, mais le growth, il y a quelque chose que je veux voir avec toi aujourd'hui. Ça marche. C'est que tu as beaucoup de boîtes qui ont vu, c'est un peu moins maintenant, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans, il y a beaucoup de boîtes qui voient le growth comme une solution miracle. Et donc, du coup, quand un growth hacker arrive, on se dit, ah, ça, c'est la personne qui va faire exploser ma croissance. D'après toi, maintenant avec ton expérience, j'ai ma réponse, mais j'aimerais bien entendre la tienne. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir avant de vouloir faire du growth? Alors moi, ce que je dis, c'est l'éducation. L'éducation, parce que c'est vrai que ça arrivait un peu comme la solution miracle à tous les problèmes de la boîte, alors qu'en réalité, déjà, il y a plusieurs verticales dans le gros. Ça, c'est important de le noter. Il y a des gens qui vont être spécialisés en outbound, d'autres qui vont être spécialisés sur le produit, d'autres en inbound. Enfin bref, il y a beaucoup de verticalité dans le gros. Mais surtout, ouais, c'est l'éducation des parties prenantes et de l'ensemble des collaborateurs pour expliquer qu'est-ce que c'est le gros, parce que c'est pas juste aussi un métier, c'est aussi un mindset qu'il faut avoir et qu'il faut cultiver. Et c'est pas forcément simple au départ d'embarquer tout le monde sur ça. Il y en a qui vont être très centrés sur leur cœur de métier, ils ne veulent pas forcément voir au-delà et élargir leur champ de vision. Mais c'est vrai que c'est le premier gros travail qu'il y a à faire. Et si justement ce travail n'est pas forcément compris, enfin l'éducation autour du gros n'est pas forcément compris, ça va être compliqué d'instaurer justement un mindset, enfin un état d'esprit axé sur la croissance, sur l'itération, sur la culture de l'échec. Ça va être compliqué de faire ses armes dans cette structure parce que justement, tu n'auras pas tous les outils nécessaires pour aller faire tes objectifs, quoi. Ok. Et justement, au niveau du growth, il y a beaucoup de choses, tu vois justement beaucoup de compétences, etc., etc. Ça te fait travailler beaucoup, mais il y a aussi un autre point, c'est justement comme c'est un pôle R&D, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Le taux de succès est assez faible, mais par contre, effectivement, en termes d'impact, quand ça réussit, c'est potentiellement quelque chose que ne font pas tes concurrents. Ouais. Justement, donc, dans tout, on va dire, depuis que tu fais du growth, je pense qu'il y a forcément eu des moments un peu down. Ouais. Tu vois, où tu te dis, ça marche vraiment, est-ce que je continue, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu t'es dit, ouais, là, c'est un peu down, là, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr de moi sur ce coup-là. Alors, est-ce que je vais trouver un exemple récent? Ouais, je vais parler de quand j'étais encore chez Rostreb, c'était sur la fin de mon parcours. En gros, j'avais une nouvelle brique à mon métier de formateur. C'était qu'en gros, je m'occupais de la partie content marketing. Et les objectifs que j'avais, du coup, étaient axés beaucoup sur la création d'articles et aussi du SEO, quoi. Sauf qu'à l'époque, je ne m'y connaissais pas énormément, enfin, comme je m'y connais aujourd'hui en SEO. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que tu fais tes recherches sémantiques, tu regardes tes mots-clés, tu essaies de te placer sur les bons mots-clés, et ça vient pas. Ça vient pas, c'est un peu casse-tête, tu te prends la tête tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup que je continue dans cette voie-là? Parce que vraiment, je me prenais la tête. Et au final, je crois que c'était genre 3 ou 4 mois après, il y a eu un article qui était remonté, je crois que c'était sur l'Inbound justement, qui était remonté en 2e ou 3e place de Google. J'étais content parce que du coup, je me dis, voilà, ça commence à payer, mais il a fallu attendre 3 mois pour ça. Mais du coup, j'écrivais des articles dans le vent plutôt parce que ça marchait pas du tout. Et du coup, c'était un moment un peu down. Et là, récemment, du coup, ça me vient à l'esprit, le moment un peu down aussi,
ça a été parce que du coup, sur la partie social media, j'ai aussi repris un petit peu la partie paid, qui est un calvaire parce que je suis pas forcément spécialisé en paid, Ok. surtout sur Meta. Waouh! C'est devenu une usine à gaz, hein. C'est une usine à gaz. Tu te prends la tête pour créer des pixels, tu te prends la tête pour créer une campagne, t'assurer que la campagne marche. Et à chaque fois, tu as toujours un nouveau truc, quoi. Là, récemment, c'était encore hier, j'étais encore au téléphone avec eux parce que je me suis fait pirater en plus par la suite de ça, mon compte Facebook. Ça a paramétré du coup des campagnes pour Orso Media que je n'ai jamais faites et pour aussi un autre compte d'un client que je vends et lance. Et du coup, pas de remboursement, Wow. tu peux pas les appeler. Mais moi, quand tu m'as dit que tu étais au téléphone, j'allais te dire, t'es chanceux, hein. Ah ouais. Et en fait, tellement je me plaignais par mail tous les jours, Ok. harcèlement, j'ai pu avoir un contact au téléphone pour au moins déjà désactiver les pubs et surtout avoir la confirmation qu'ils nous remboursent les sous engagés, changer les mots de passe et tout. Mais encore aujourd'hui, ça se trouve, on va dire, je galère, désolé du terme, mais beaucoup sur Meta parce que c'est devenu tellement complexe que, à moins que tu fasses ça tout le temps, et c'est pas mon cas, c'est compliqué de performer là-dessus, quoi. C'est vrai. En fait, rien que sur le... Parce que effectivement, quand tu fais une campagne de pub, etc., d'ads, et Meta, on le rappelle pour tout le monde, c'est en fait on dit Meta communément, mais en fait, c'est la régie publicitaire justement de Facebook pour faire des pubs à la fois sur Facebook et sur Instagram. Mais et fait que pour paramétrer tes pubs, savoir voilà quelle Même donnée, paramétrer quelle le compte créative. déjà. Mais c'est un truc de fou. Et moi, justement, je parle beaucoup de ça avec un ami qui fait que ça. Et il me dit, en fait, si tu veux vraiment comprendre Facebook Ads, aujourd'hui, il faut faire que ça. Ah oui. Tu peux pas te dire que tu fais du Facebook Ads, que tu fais du SEO, que tu fais du content. Ah, je peux pas. Parce qu'en fait, il y a une espèce de granularité maintenant où tu peux vraiment aller chercher, et c'est aussi ce qui fait la beauté de la chose. Maintenant, je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions où l'algo est devenu tellement fort qu'il préfère en fait te laisser faire des campagnes un peu plus larges, mais lui, il est tellement bon en algo, il va trouver les bonnes personnes pour toi. Donc ça dépend, je pense qu'il y a aussi plusieurs écoles sur ça. Ouais. Mais effectivement, c'est devenu vraiment une compétence à part entière. Ah oui. À part entière. Et donc, c'est vraiment, vraiment important. Ok, sur ça. Et donc, du coup, puisque tu as travaillé dans différentes boîtes, de différentes tailles, etc., on a souvent, comme je disais, tu peux avoir un pôle sales, un pôle marketing, un pôle produit, etc. Avec qui c'est le plus important de discuter, selon toi, quand on est au Gloss? Moi, je dirais, il y a 2 parties, mais je sais pas si ça va être les parties que tout le monde va dire. Non, Le vas-y. premier, c'est les parties prenantes, genre CEO si tu peux, ou sinon, voilà, les VP. Et le deuxième, c'est les sales pour moi. Ok, alors du coup, déjà, pourquoi les VP, les parties prenantes? Parce qu'en fait, si tu as un souci, c'est eux qui vont casser les silos, qui vont essayer d'informer, de divulguer les bonnes informations pour t'aider toi dans tes tâches quotidiennes. Donc, du coup, c'est obligatoire que tu aies au moins une partie prenante dans ton camp, sinon ça va être compliqué. Et les sales, Parlons des sales maintenant. parce que les sales, mine de rien, c'est eux qui apportent de l'argent dans ta boîte. Si t'es pas copain avec eux, ça va pas bien se passer. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Même si j'ai un profil très marketeux, là, tu vois, par exemple, chez Orso Media, je viens juste d'être rattaché justement au pôle sales. Alors qu'avant, j'étais directement sur le CEO. D'accord. Mais du coup, en fait, vu qu'eux, ils ont l'approche terrain, c'est eux qui savent tout ce qui se passe, c'est eux qui connaissent tout de leurs clients. Et c'est eux qui vont t'apporter justement, si toi, tu n'as pas le contact direct avec le client, la valeur dont tu as besoin pour justement avoir des nouvelles idées d'expérimentation, tester de nouvelles choses, avoir des nouvelles approches et surtout combler les failles que tu peux avoir dans ton entonnoir de conversion. Le reste, pour moi, ça vient après. Ça vient en consolidation. Mais pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes, c'est les sales, parce que c'est vraiment eux qui te rapportent de l'argent dans la boîte et c'est eux qui font tourner derrière la machine, quoi. C'est vrai que ce que tu évoques en fait avec le VP ou le CEO, en fait, il faut que tu aies un sponsor. Ouais. En fait, si tu n'as pas de sponsor, surtout quand tu fais du gloss, parce que en fait, le gloss, c'est là un peu la difficulté, mais la beauté de la chose, c'est que ça peut être un centre de coût, parce que c'est de la R&D, c'est vrai. Ou ça peut être aussi un pôle générateur de croissance, tu vois. Et donc, du coup, il faut, et tu en parlais au début, il faut vraiment que tu fasses comprendre à cette partie prenante ou à qui tu fais des feedbacks ou peu importe écoute, moi je fais de la R&D,
Mais justement, mon but, c'est justement de trouver ce pic de croissance, ce que les concurrents ne font pas, etc. Mais si tu les as déjà pas, eux, convaincus, parce qu'il y a un moment, hein, le temps que tu trouves ce pic-là, C'est ça. eh ben, en fait, c'est très difficile. Et le deuxième point, effectivement, les sales, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où le produit, en général, ils savent déjà, du moins, ils sont au fait qu'il faut des expérimentations. Ils sont au fait qu'on ne sait pas tout et que c'est qu'en itérant qu'on a besoin de savoir. Le marketing aussi un peu. Après, le marketing, ça dépend. Le marketing, en général, il y a beaucoup des bonnes pratiques à répliquer. Donc, tu sais ce qu'il y a à faire. Jusqu'après, c'est un sujet de ressources. Est-ce que tu as les ressources pour faire X, Y, Z? Après, qu'est-ce que tu priorises? Mais c'est vrai que les sales, en général, en fait, pourquoi je t'ai posé cette question? C'est qu'en général, la petite guéguerre qu'on voit parfois dans les boîtes, c'est le marketing qui dit on vous envoie des leads, vous ne savez pas les closer, donc vous ne savez pas convertir, etc. Et de l'autre côté, tu as les sales qui te disent vous nous envoyez que des leads pourris. Donc c'est pour ça qu'on ne les close pas. Et donc du coup, tu as toujours un peu ce truc sur la qualité des leads. Et c'est vrai que le growth, tu as besoin de faire équipe avec les sales, de comprendre justement, comme tu en parlais, un peu de cette boucle d'itération, qui te disent bah, écoute, j'ai eu un client, voici ce qu'il m'a dit qui peut être intéressant, ou bien voici de là où il vient, ou bien voici il m'a dit qu'il a vu telle ou telle pub, etc. etc. Ok. Et avec tous ces feedbacks-là, toi, tu dois être capable de processer cette information, d'en décliner justement des actions et de designer des expérimentations. C'est le vrai truc, tu vois. Donc, non, super intéressant ton point sur ça. Et donc, du coup, sur le growth, donc du coup, toi, parce que tu vois, tu m'as parlé du T-shape marketer, donc en gros, le marketeur en T. Toi, ce serait quoi tes deux ou ta compétence principale, en tout cas sur laquelle tu veux te spécialiser ou tu es spécialisé? Alors moi, c'est vraiment content d'un côté, tout ce qui est, enfin voilà, campagne de pub, articles, voilà. Également, tout ce qui va être stratégie d'acquisition marketing classique, que ça soit par le biais, on va dire, d'autres types de contenus, mais surtout tester aussi des nouvelles approches, c'est-à-dire voilà, faire de la prospection aussi en outbound, ça peut être intéressant, mais vraiment le content, j'ai envie de dire, un pilier principal en tant que tel. Puis après, là où j'essaye de vraiment m'upskiller, enfin monter en compétences le plus, c'est vraiment tout ce qui va être développement web, du coup en no-code. Vraiment aussi monter en compétence sur toute la partie analyse de données et analyse de données aussi financières, parce que ça, c'est important aussi de voir quels cas je rentre dans ta boîte, quelle prévision tu peux faire sur les prochaines années. Et également, voilà, tout ce qui va être la partie automation, donc automatisation des tâches. C'est vraiment les trois gros pans que je cherche là où je cherche à monter en compétences, quoi, en fait. Ok. Tu vois, là, tu dis un truc et là, tu commences à venir sur mon terrain. Tu m'as dit, effectivement, développement web, automatisation. Pourquoi, selon toi, cet aspect tech, il est important dans le growth? Pour moi, il est important, après, ça reste que mon avis, c'est qu'aujourd'hui, enfin même de mon vécu, dès que j'ai un souci et que je suis dépendant de quelqu'un, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que c'est pas la personne qui m'énerve, mais la personne aussi a ses priorités, elle a ses objectifs. Tu peux pas lui en vouloir que ta tâche, elle soit pas sa priorité. Donc du coup, moi, ça m'énerve parce que moi, c'est ma priorité et je peux rien faire pour ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais absolument tout pour m'affranchir au maximum des gens qui sont développeurs, par exemple, ou des gens qui vont être beaucoup plus data scientist ou analyst, peu importe, mais vraiment d'essayer de m'affranchir au maximum. Après, tu pourras jamais faire ce qu'eux, ils font, mais au moins, pour tes missions, si tu n'as pas besoin d'aller en profondeur, de vraiment avoir cette autonomie-là, en fait. C'est hyper important pour moi aujourd'hui. Ouais, je te rejoins, puisque moi, je sais que chez GrowthTribe, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je sais que moi, quand je suis arrivé, je crois que personne codait dans l'équipe avant que j'arrive. Et j'ai vu plein de choses où je me suis dit, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et en fait, la vérité, c'est qu'en fait, quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vois. Mais si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. C'est vrai aussi. Et la vérité, c'est que quand tu ne sais pas coder, tu ne sais pas qu'est-ce qui est possible de faire.
Et quand tu réussis justement à mixer ce côté marketing et ce côté technique, tu commences à avoir des opportunités que potentiellement les gens qui ne savent pas le faire ne voient pas. Ouais. Et effectivement, sur le deuxième point dont tu parles, effectivement, et les devs sont très friands de ça, c'est-à-dire que les gens pensent qu'effectivement, un dev, il aime juste coder, c'est juste un geek, etc. La vérité, pour avoir fait du dev, c'est que tu aimes bien coder des choses, mais tu as envie de les voir être utilisées, tu as envie de voir que ça a un impact, etc. Et effectivement, je pense que sur le pôle growth, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire eux-mêmes. Par exemple, une landing page. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire on peut faire une landing page. C'est pas possible. N'importe qui peut faire une landing page, tu vois. Alors qu'avant, effectivement, sur une landing page, tu vas demander aux gens de faire ci, puis après, il y a tous les retours, tous les feedbacks, on n'est pas content, la typo, la couleur, etc., etc. Et au final, on perd en vélocité. C'est clair. Et du coup, on n'est plus aussi rapide pour aller tester plusieurs, justement, expérimentations. Maintenant, tu vois, on s'est rencontrés il y a peut-être 3 ans de ça. Est-ce que ça, 2021 ok. 2021, donc à ce moment-là, peut-être que tu n'étais pas encore beaucoup au fait de tout ce qui se faisait en growth. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es beaucoup formé, comme tu m'as dit, tu as pris beaucoup de formations, etc. Maintenant, 3 ans après, j'ai envie de reposer, tu as peut-être ce souvenir de la conversation qu'on avait eue. Moi, ce que je disais souvent, c'est que les formations, c'est bien, mais ça fait passer en général... Alors, imaginons, l'école peut-être te fait passer de 0 à 1. Ensuite, quand tu prends des formations spécialisées sur certaines verticales, tu passes de 1 à 5, par exemple. Et pour aller de 5 à 10, il n'y a plus de formation. Non. Et il n'y a plus rien, c'est-à-dire que tu rencontres des cas et en fait, il n'y a pas de formation pour ça. Ok. De 5 à 10, comment tu fais? Ça, c'est compliqué. Non, en fait, je pense que le 5 à 10, t'apprends en faisant. En soi, tu te casses les dents sur des outils, sur des choses. Là, par exemple, je parlais de méta. Je pense que, par exemple, si je prends cet exemple-là, c'est que en me tirant les cheveux dessus pendant des heures que je vais comprendre la chose et, on va dire, tordant l'outil dans tous les sens, que je vais vraiment monter en compétence. Pour moi, c'est ça le 5 à 10. C'est en te prenant la tête sur des outils, sur des choses qu'on attend de toi, que tu vas réussir. Si, par exemple, tu dois redesigner, par exemple, un parcours de conversion ou un process de vente de ton entreprise, c'est qu'en testant et voilà, en ayant des retours terrain que tu vas pouvoir optimiser et du coup, tu vas pouvoir mieux te spécialiser sur ces tunnels de vente et avoir une meilleure vélocité et surtout, pas de faille dans ton entonnoir. Pour moi, c'est là le 5 à 10. Ça, et après, je dirais aussi potentiellement trouver des mentorats aussi qui peuvent t'aider, qui ont déjà eu ces problèmes-là, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les gens n'osent pas demander. Et moi, je l'ai appris au fur et à mesure dans ma carrière, ma jeune carrière, c'est qu'en gros, quand tu struggles et que tu peux pas, tu rencontres des difficultés et que tu peux pas faire autrement, essayer de te renseigner sur qui est spécialisé dans ces secteurs-là et de leur demander tout simplement un coup de main. Après, ça va voir si la personne te fait payer ou pas. Mais même si elle te fait payer, si ça te résout un problème que tu rencontres depuis plusieurs semaines, pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et pour moi, c'est les deux choses qui te permettent justement de passer de ce 5 à 10, quoi. Ouais, effectivement, j'attendais ce type de réponse, parce que c'est effectivement, arriver à un certain niveau, c'est qu'avec tes pairs que tu peux apprendre, donc avoir un cercle des personnes en fait qui sont sur le terrain, qui font des choses. Et pourquoi aussi je voulais mettre le doigt sur ça, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, dans l'océan de toutes les formations qui existent, etc., il y a ce qu'on appelle les compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant des choses, en faisant des expérimentations, etc., en fait, tu deviens celui ou celle qui écrit les playbooks maintenant. Tu vois, dis aux gens, voilà, regardez, moi j'ai fait ça, ça a marché, maintenant vous pouvez le répliquer. Okay. Donc effectivement, ouais, c'est super intéressant. Et je pense que dans tout type de compétences, potentiellement, tu passes par un peu ces 3 prismes où tu vas toi chercher, en plus prendre des formations. Et puis après, en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et tu as tout fait. Voilà, tu te dois forcément d'expérimenter toi-même, d'aller sur le terrain, etc. Donc, ok, non, super intéressant, mais donc tu étais dans la franchise. Ouais. Maintenant, c'est dans le growth. Donc, on va dire que tu as des compétences digitales, typiquement, que tu peux... En tout cas, je pense que la majorité de ton temps, tu la passes quand même derrière ton ordinateur. C'est clair. Ok. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir justement développé ces compétences digitales-là?
Bah, beaucoup parce que, si je fais un peu la rétrospective un peu sur, quand je bossais dans l'événementiel, même si j'ai apprécié cette expérience, bah, en gros, mine de rien, ça payait pas assez. Quand je dis ça payait pas assez, j'étais un peu sous-payé, je sortais d'études et tout et en fait, dans le digital, j'ai vu un moyen justement d'avoir justement, bah, une aisance financière parce qu'on va pas se mentir, c'est pour l'instant le nerf de la guerre et mon objectif principal, voilà, c'est un bon salaire, un bon niveau de vie et en fait, j'ai vu dans le digital un moyen d'upgrader un peu ma vie, quoi, typiquement, et c'est comme ça que du coup, peu à peu, j'ai commencé à me former et à avoir les compétences digitales nécessaires pour faire aujourd'hui ce que je fais et mon apprentissage est toujours en cours. Mais vraiment, ça a été ce déclic-là, quoi. Ok, ok. Et ouais, toi, est-ce que tu dirais que, ou en tout cas, quel est ton avis dessus? Est-ce que tu t'es dit effectivement que tu as besoin d'un certain lifestyle et donc du coup, tu vas développer ces compétences digitales Mmh. pour les mettre au service de ton lifestyle? Mmh. Ou toi, tu es plus dans une thématique où tu te dis, là, je veux devenir le meilleur growth hacker possible? Non. Non, parce que pour moi, c'est trop compliqué enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, c'est que j'ai pas la prétention de l'être. C'est surtout que j'aimerais bien avoir le cadre de vie et surtout, bah, plus ou moins rendre un peu, ce que les parents ont pu investir sur moi, en fait, en ayant un bon cadre de vie, une bonne aisance financière, que je puisse un peu les faire kiffer aussi comme ils ont investi sur moi et vraiment aujourd'hui, c'est mettre à profit toutes mes compétences pour avoir un certain statut, enfin un certain cadre de vie, quoi. Ok. Donc on en revient, je pense, aux valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? De ce que Mmh. tu dis, j'ai l'impression que c'est la famille. Ouais, c'est la famille, c'est les proches, c'est aussi le sport aussi qui m'aide beaucoup à avoir ces valeurs-là donc ouais, c'est un mix de tout ça, quoi. Tu fais quoi comme sport? Je fais du football américain. Ok. Ouais. Donc on peut être je mets des guillemets, mi-geek, mi-sportif. Ouais, tu peux, hein. Il y en a qui sont plus geeks que moi dans l'équipe, hein, il y a des mecs, dans la cybersécurité Ok. carrément donc ouais, ouais. Ok, je dis ça parce que c'est un gros cliché que les gens ont. Oui. En fait, ouais, pas du tout. Pas du tout. Euh, ok, super sur ça. Et toi, justement, qui a justement cette vision maintenant du growth, etc., qui a éprouvé, qui a vu quelques boîtes, Mmh. etc., quand, imaginons demain, tu dois rejoindre une boîte ou un client, à quoi toi tu fais attention? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une Parce que bonne ça, c'est un question. vrai sujet. Ouais, c'est un vrai C'est un vrai sujet. sujet. Je te cache pas qu'avec, l'expérience Grosse Trade qui a été l'une des plus grosses, enfin des meilleures expériences de ma vie, pardon, Mhm. je suis devenu un peu princesse. Non, pardon. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que je refais beaucoup plus attention déjà, oui, il y a la partie salaire, mais surtout déjà, au type de personnes auxquelles je vais être confronté, donc manager, voir comment le manager va et comment il va te manager, comment il va t'aider à devenir justement encore plus bon, enfin encore meilleur, pardon. Et ça, c'est hyper important. Le deuxième point aussi important, c'est la flexibilité. Mine de rien, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on se rend compte que la flexibilité, c'est hyper important de pouvoir travailler de chez soi au bureau. C'est quelque chose de primordial et du coup, je regarde beaucoup ça parce que ça va impacter justement ma productivité. Quelqu'un qui va me dire, t'as 4 jours de présentiel, Mhm. un jour de télétravail, je vais pas te regarder même si la boîte, il y a écrit Google dessus parce que j'ai pas forcément envie qu'on m'impose un truc, tu vois. Je me dis vraiment, le meilleur moyen de tirer profit d'un salarié aujourd'hui, c'est de l'aider à être heureux et d'essayer de le rendre son travail le plus flexible possible. Enfin, après, c'est ma vision de la chose. Il y a certaines entreprises un peu plus jeunes où les dirigeants sont un peu plus jeunes, où ils ont cette façon de faire et on voit que ça marche bien donc moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Quelle a été ta plus grande erreur? OK, ça, c'est une bonne question ça. Et qu'est-ce que ça t'a enseigné? Je sais pas si c'est une erreur, je dirais plus que ça a été un déclic et suivi enfin, c'était un échec et ensuite, ça a été un déclic. Quand j'avais raté le bac, du coup, quand j'ai raté le bac, je me suis posé la question, en fait, quel type de personne je veux devenir? Parce que justement, en fait, je donnais raison à tous celles et ceux qui pensaient que j'allais rien faire de ma vie.
parce que j'avais eu cet échec. Et en fait, en restant là à me morfondre, j'étais là en train de me dire, bah, en fait, je leur donne totalement raison. Et du coup, ça a été un déclic parce que je suis un rageux, en fait, dans la vie aussi. Ok. Et rageux dans le bon sens, c'est-à-dire que tu peux me faire un truc qui va me... Enfin, voilà, j'ai reçu cet échec-là ou peut-être un événement tierce. En fait, je vais être rageux dans le sens où, bah, ok, ça s'est passé. Bah, maintenant, je vais te prouver par A plus B que tu as eu tort et prouver que je suis pas, par exemple, un bon à rien et que je vais tout faire pour te faire bah, regretter ce que tu as dit, par exemple. Et du coup, c'est là où je vais mettre tout en œuvre pour casser cette image-là. Donc, par exemple, quand j'ai raté le bac, mon idée, c'était en fait de réussir parce que je voulais pas rester sur cet échec-là. Et une fois que j'ai réussi cette volonté-là, parce que du coup, j'avais la rage on va dire, de vaincre, bah, une fois que j'ai eu cet objectif-là, bah, il m'en fallait un nouveau. Donc, c'était à finir mes études. Donc, forcément, tu rentres dans un nouveau défi envers toi-même. Puis ainsi de suite, tu vois. Et en gros, c'est là où j'ai eu l'esprit un peu de, pas, on va dire, de compétition, mais de moi contre moi, en fait. C'est-à-dire que, ouais, bah là, par exemple, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment bah, déjà de finaliser ma propre formation, en fait. Quand je dis ma propre formation, bah, mon éducation grosse, pour ensuite voguer vers un autre projet, que ça soit potentiellement entrepreneurial ou potentiellement dans une autre entreprise où je pourrais avoir des fonctions beaucoup plus importantes ou même dans cette entreprise actuelle. Enfin voilà, essayer d'à chaque fois d'y aller step by step et vraiment de tout faire pour atteindre cet objectif-là. Ok. Et tu parlais justement du sport. À Ouais. quel point tu penses... Alors, ça peut être à quel point tu penses que le sport impacte ta vie pro ou autre, ou est-ce que tu penses que c'est nécessaire justement de faire du sport à côté? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Moi, le sport en soi, ça m'a aidé à me canaliser. Parce que plus jeune, j'étais un peu colérique, j'avais beaucoup de problèmes à canaliser ma colère en fait. Et en gros, je partais trop en cacahuète quand j'étais au collège et au lycée. Et c'est vrai que même si à l'époque je faisais que du foot classique, ça répondait pas forcément à ce que enfin, je me dépensais pas assez. Et puis surtout, j'étais pas forcément l'ambiance que je recherchais. Et avec le football américain, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est déjà bah, un club avec des valeurs où tu as par exemple les meilleurs qui vont toujours passer du temps avec les moins bons pour t'aider à t'améliorer. Tu vas avoir cet esprit vraiment camaraderie où ça va rigoler, ça va essayer de vraiment créer un socle, une base assez importante. Et bah, le fait aussi que tu te dépenses beaucoup, beaucoup plus, bah, tu rentres chez toi, tu es fatigué et en fait, ça t'aide vraiment à extérioriser toutes les mauvaises ondes que tu as pu avoir dans la semaine. Et c'est vraiment en fait un exécutoire, quoi. Ok. Ouais. Ouais, ok. Si tu devais recommencer de zéro, effectivement, retourne quelques années en arrière, je te laisse Maintenant, tout ce que tu sais, je te le laisse, ta mémoire. Ta mémoire reste intacte. Par contre, je t'enlève ton réseau, je t'enlève tes followers, Ok. etc. Ça serait quoi ton plan pour recommencer, mais de la meilleure des façons, pour arriver soit là où tu es, soit plus loin. Ok. Bah, déjà, le choix de l'école. On ne le dit pas assez, mais le choix de l'école de commerce est hyper important. Moi, par exemple, sans dénigrer mon école, elle m'a pas forcément apporté beaucoup de choses. J'ai dû apprendre en alternance, en entreprise. Et c'est vrai que par rapport à certains copains ou entourages que j'ai eu, c'est vrai qu'il y a eu cet aspect réseau, il y a eu cet aspect cours qui était vraiment plus soutenu, des vrais accompagnements. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le choix de la première entreprise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en général, quand tu sors d'études, déjà on te dit que tu vas avoir des 1000 et des 100, que tu es le plus beau, tu es le plus frais, tu vaux au moins 3000 euros sur le marché. Déjà, ça, c'est faux. Et surtout, c'est faux, mais il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi. Et je dis ça parce que moi, je sais que d'expérience, du coup, ma première entreprise en sortant d'études, j'étais bien loin de mes prétentions salariales qui n'étaient pas forcément délirantes à l'époque pour quelqu'un qui sort d'un bac plus 5 en master et tout. Je crois que j'avais en tête le 2000 euros, c'était rien, tu vois. Tu sors d'études, tu as ton appartement, tu as les factures, tout ça. Ça te permet de vivre, mais voilà. Et du coup, en fait, moi, j'avais commencé vachement plus bas à l'époque. Et en gros, ça a été
une erreur pas de parcours parce que derrière, après, tu cours un peu c'est pas un retard, mais quand tu vas changer de boîte, et cetera, par rapport à d'autres collègues qui ont enfin, ou tes potes qui évoluent, bah, en fait, tu sais qu'il y a une certaine enfin, pas une inégalité, mais ouais, tu es un peu en retard, on va dire ce qu'il est. Tu es un peu en retard et du coup, il faut que tu combles un peu ce retard parce que, si tu veux avoir tes standings, bah, voilà, il faut un peu plus, te mettre en avant, te faire un peu plus violence, pour atteindre ce niveau-là. Donc moi, ce seraient les 2 trucs, que je changerais si je devais recommencer de zéro. OK. Et c'est intéressant ton point parce que effectivement, moi, je trouve que, bah, ouais, le growth, c'est des compétences digitales et cetera et effectivement, moi aussi alors oui, j'ai fait 2 écoles de commerce et cetera, mais j'ai beaucoup plus appris en faisant mes projets à côté que, vraiment dans l'école, je puis dire, tu vois? Et j'ai vraiment mais en fait, ouais, tout ce que je c'est le terrain qui te frappe. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clairement ça. Drôle qui fait que en fait, tu comprends? Et tu vois, moi, je pense que si c'était à refaire, je pense que justement, je donnerais pas autant d'importance à l'école, Ouais, ouais, tu je suis vois? d'accord. J'aurais vraiment une autre approche en me disant: «Ben, j'aurais peut-être Mmh. entrepris encore plus tôt». J'ai entrepris pendant que j'étais étudiant, mais j'ai entrepris Mmh. encore plus tôt et parce qu'en fait, c'est vraiment là rien que faire un an où tu fais un peu du freelance, tu fais des prestations Mmh. avec des petits clients et cetera, mais en fait, c'est un Ah bah, master oui, 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 c'est individuel, sûr. Et je individuel. rajouterais un autre truc, c'est un bon point ce que tu as dit. Après, tu le sais pas forcément parce que, tu as aussi la pression, des parents, de la société en mode: «Faut faire des études absolument, faut que tu aies un bac+5». Mmh. Mais en fait, ton bac+5 aujourd'hui, malheureusement, dans les plupart des cas, sauf les grandes écoles de commerce, il vaut plus grand chose parce que tout le monde fait des grandes études et là où tu vas te différencier, c'est par ton expérience terrain. Donc, si tu as fait des projets à côté, tu vas avoir plus d'attractivité que quelqu'un qui n'a pas forcément fait grand-chose. Je Mmh. prends souvent l'exemple d'un de mes meilleurs amis qui, lui, n'a pas fait d'études. Il a sorti du bac, il a juste il a fait des études de libraire. Enfin, non, même pas des études de libraire. Il a été libraire, pardon. Puis il a été infirmier. Et à la suite de ça, il est devenu représentant commercial pour une maison d'édition, sans diplôme, mais il touche très bien sa vie. Et du coup, ça prouve que vraiment le terrain, bah, c'est aussi une forte expérience par rapport aux études parce qu'il n'aurait jamais pu avoir ce type de poste s'il n'avait pas eu son expérience de libraire avant. Et Mmh. parce qu'il a la passion de la lecture. Ouais, non, clairement. Moi, je sais que, justement, qu'on faisait les entretiens, pardon, chez Growth Tribe, C'est vrai que hem tu as passé mon entretien. ah mais c'est vrai que je me souviens, tu étais très, moi, je sais, bah, de toute façon, je te l'avais déjà dit, je pense, mais moi, je suis très focus plus, comme toi, un peu sur les valeurs et surtout sur le potentiel de la personne, tu vois? Mmh. En me disant: «OK, est-ce que cette personne-là, elle a assez d'ouverture d'esprit pour apprendre et cetera et tout?» Et c'est vrai que je me souviens, il y avait d'autres personnes qui passaient les entretiens et à chaque fois, ils me disaient: «Ben voilà, moi, je suis passionné de ça, passionné de ça». Je lui dis: «Ben, OK, si tu es passionné, montre-moi quelque chose que tu as fait qui t'a passionné». Mmh. Toi, tu me dis, par exemple, je sais pas, hein, je suis passionné, du digital et je suis aussi passionné de nourriture, par exemple. Mmh. Bon, bah, est-ce que tu as fait un blog ou un article ou un truc juste sur ça, tu vois? Ouais. Et en fait, c'était très facile pour moi de voir, en fait, si tu vraiment passionné ou pas, Mmh. tu vois? Parce que la passion, normalement, tu vois même pas ça comme du travail. Tu Ouais, dois c'est ça. sur ton temps perdu, tu vas lire des articles, tu vas écouter des Mmh. podcasts, tu vas faire des choses, et cetera. Et c'est vrai que, par rapport à ça, il y a un autre truc qui m'avait pas choqué, mais avant qu'on te fasse passer l'entretien, Mmh. j'étais prof dans ta cohorte. Oui, c'est vrai. J'étais prof dans ta cohorte et je me souviens, je vois Marvin, Mendy et cetera et je me souviens en fait d'une session, Ouais. c'était la session 6. OK. On parlait des livres et tu avais créé, je sais plus c'était sur quel outil? Ah oui, c'était sur Goodreads, Goodreads. l'application où je m'étais créé une grosse liste de livres à lire. Voilà, je me Ouais. suis dit: «Ah» et c'est ça en fait, en vérité, qui a fait que, pour moi, on devait te recruter. Mmh. Tu vois? Parce qu'en fait, j'ai vu, avant même que tu postules, je me suis dit: «OK, ce gars-là, il est vraiment focus, il veut aller plus loin et cetera et Mmh. tout». Pourquoi tu lis autant? Pourquoi je lis autant? Parce que, bah, déjà la lecture, ça m'est enfin, déjà à l'époque, c'était plus une corvée, mais j'ai appris, tu vois, par certains romans à aimer ça. Et surtout après, j'ai commencé les livres business assez tard, hein. Je les ai commencés, bah, l'année où j'ai commencé à me former un peu sur Rostreb et tout. Et en fait, ça m'a apporté, bah, le côté un peu théorique, méthodique, que tu peux avoir, que ça soit, dans l'entrepreneuriat, comment monter
des business à des millions, enfin, il y en a plein, je vais pas tous les citer. Et en gros, je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir les épreuves par lesquelles ces entrepreneurs-là sont passés. Parce qu'en fait, tu découvres à chaque fois que c'est jamais tout rose. Tu découvres que eux, l'odeur de la merde, on va dire ça comme ça, ils l'ont vraiment senti. Et qu'aujourd'hui, même s'ils sont très connus mondialement, ils sont passés par cette espèce de struggle, de grind, de toujours travailler, pas compter ses jours, pas faire la fête dehors, vraiment être focus. Et finalement, ça a payé et du coup, c'était super inspirationnel pour moi parce que j'avais vraiment envie enfin, j'ai toujours envie de m'approcher au moins de ce niveau-là, tu vois, dans ma vie, de monter quelque chose de mes propres mains, qui tourne bien, qui me permette de vivre correctement et voilà, de profiter de la vie. Donc c'est vraiment cet aspect-là et c'est comme ça que ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de livres, du coup, entrepreneurial. Je repense à l'Art de la Victoire, là, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, de Phil Knight, le créateur de Nike, où vraiment, bah, c'était que ça. Pendant des années, sa boîte, il y a mis du sang, de la sueur, des larmes, tellement il était dedans, passionné. Et bah, ça a fini par payer, mais c'était pas sans sacrifice non plus. Mais au final, aujourd'hui, bah, Nike est mondialement connu. Enfin, voilà, je ne vais pas faire la story time, tout le monde le connaît. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir cet aspect-là. Ouais, ok. C'est vrai que moi, je dis souvent que les livres, c'est un peu un hack sous-estimé. Ouais. Je trouve que beaucoup moins de personnes de nos jours lisent. Et pourtant, alors, il y a différentes façons de consommer le contenu. Et je pense que il y a pas, on peut consommer différents types de contenus, de différents formats, etc. Mais c'est vrai que le livre, en fait, c'est vision subjective. C'est qu'en fait, quand tu fais un livre, tu te poses pour faire un livre. C'est-à-dire que tu vas faire des recherches, tu vas faire certaines études, tu vas aller comparer ta vision, etc. Parce que tu sais que c'est un truc qui va quand même vieillir, qui va rester dans le temps. Donc, tu veux que ton livre soit pertinent et puis surtout soit un peu intemporel. Donc, tu vas vraiment te concentrer à donner des principes. La différence, par exemple, même avec, ça peut être un podcast ou un article de blog, etc., c'est que... Durée de vie limitée. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, je trouve ça très, très cool, hein, moi, de consommer podcast, vidéo YouTube. Je suis un gros consommateur de plein de contenus. Mais je tiens aussi à garder cette consommation pour comprendre un peu, tu vois, les modèles mentaux. Comprendre vraiment, en fait, mais qu'est-ce qui fait... Tu vois, on est plus sur de la tactique. On descend un peu d'une strate, d'un niveau, et on comprend, en fait, une stratégie globale, une vision, et comment ensuite les outils, ceci, cela... Ouais, ça vient après. Ça vient après. Mais la base, tu vois, est-ce que tu as vraiment la base pour te dire ça? Et moi, je sais que, effectivement, les livres, ça apporte vraiment beaucoup. Ça apporte vraiment beaucoup. Donc, non, ouais, je rajouterais en plus, c'est vrai ce que tu dis, il y a de moins en moins de gens qui lisent des livres parce qu'ils pensent que c'est perte de temps ou faute de temps, alors qu'on va pas se mentir, le temps, tu peux le trouver. Même moi, par exemple, en ce moment, j'ai moins de temps pour lire, mais je sais que là, par exemple, je me suis posé la semaine dernière et je bouquinais beaucoup. Mais non, je pense que c'est important. Et puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de mon entourage, je sais, qui essayent de, pareil, upgrader, monter un peu de niveau. Et parfois, j'ai des retours en mode, mais comment tu fais, toi, par exemple, pour faire plein de formations, te bosser, ceci, cela. Et je dis, bah, c'est pas question de savoir faire ça. Déjà, pose-toi, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Documente ce que tu as, enfin, établis ton plan. Et puis derrière, mets-toi des deadlines et vas-y pour les formations, pour la lecture, etc. Et c'est vrai que quand, par exemple, je conseille un livre à un pote que je lui dis, celui-là, il est trop bien pour toi. Par exemple, je parlais de ça à un copain sales et tout. Je parlais de Ne jamais couper sa poire en deux, qui est, voilà, Chris Voss, qui est vraiment un livre exceptionnel et pour moi un must-read, enfin un obligatoire à lire si c'est un commercial. Il me dit oui, mais 3 mois plus tard, le livre n'est toujours pas sur son chevet. Du coup, c'est là aussi que tu vois la personne si elle est motivée ou pas. Donc, ouais, non, moi je pense que c'est, comme tu le dis, un bon hack. Un bon hack. Monsieur Marvin le M. Mendy, tu m'as dit effectivement que voilà, la lecture c'est important. Tu vois, tu es allé sur un point où tu disais qu'effectivement, certainement de ta famille, de ton cercle, de comment tu fais autant de choses. Je sais que tu es un fan de productivité. Je suis un fan, mais j'essaye d'adopter les principes. Attends. Je sais que, en tout cas, ça t'intéresse beaucoup. Ouais, ça m'intéresse. Ok. Aujourd'hui, vu que justement, il y a beaucoup de choses que tu veux faire, que tu fais, etc., comment tu essaies d'être le plus productif possible? C'est quoi si je puis dire, hein,
Je pense que tous les jours ne se ressemblent pas, mais c'est quoi une journée dans la vie de Marvin, le M-Man? Ouais, bah, en soi, mes journées ne se ressemblent pas forcément, mais niveau productivité, en fait, j'ai des phases. Je suis pas le meilleur élève, hein, mais j'ai des phases. Quand j'ai des bonnes phases, c'est-à-dire que voilà, je vais mettre des gros blocs sur mon emploi du temps. J'ai dessiné mes 2 ou 3 actions de la journée principale. Si j'arrive à les faire, tant mieux. Sinon, bah, au moins que celle que soit faite, ce sera le mieux à faire. Et puis après, derrière, comment expliquer ça? Bah, en gros, l'autre aide au fait d'être focus. C'est vraiment d'essayer de mettre son téléphone le plus loin possible, même si c'est facile à dire. Mmh. Si tu as jamais des messages à gérer et tout, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que le téléphone, ça t'aide aussi, si tu le coupes pendant une certaine période, à être beaucoup plus focus. Et moi, j'avoue, dans les journées type, en général, quand je suis en télétravail, ça m'arrive plus souvent. Matin, petit podcast, histoire de pendant un petit déjeuner. Et puis après, j'essaie de couper le téléphone jusqu'à 10-11 heures, parce que j'essaie de faire des petites tranches. Et après, derrière, voilà, le matin, c'est focus. C'est toutes les grosses tâches qui demandent de la concentration. J'essaie de ne pas prendre de meeting le matin, malgré que ça reste compliqué parfois, puisque moi, mes weekly sont le matin. Ah. Je milite pour que ça soit l'après-midi, mais bon, pour l'instant, c'est encore en cours de négociation. Après, ça va, le weekly, il est pas très long normalement. Ça dépend. Et il dure 1 heure. Non, moi, ce weekly. Ah oui, c'est plus un weekly. C'est plus un weekly. Mais bon, je travaille sur la négo. Mais ouais, j'essaie de ne pas prendre les rendez-vous le matin, parce que du coup, ça détruit un peu ta productivité. Et justement, l'après-midi, j'essaie d'avoir des tâches un peu plus répétitives, un peu plus light, on va dire, qui ne demandent pas forcément beaucoup de matière grise, on va dire ça comme ça. Puis après, le soir, bah, ça dépend si c'est les jours d'entraînement ou pas, l'entraînement, ou sinon je me pose tranquillement. Et puis voilà quoi. Ok. Bonne journée type. Le week-end, tu restes, tu te formes, etc. Ou c'est vraiment le Alors, pour, je me la fin. forme. Alors, beaucoup, oui, ça dépendait des années et du coup des timings. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas forcément eu le temps de me former les week-ends et tout parce que je suis en plein déménagement. Mais d'habitude, j'essaie de garder 2 heures dans le week-end minimum pardon, pour tout ce qui est formation. Puis après, oui, sortir avec les copains, famille, ou sinon il y a match, quoi. Donc, les week-ends passent très vite. Mais ouais, j'essaie au moins de garder un peu de temps pour ça, quoi. Si c'est pas 2 heures sur une formation, quoi, essayer de lire au moins 2 heures dans le week-end, c'est déjà bien, quoi. Ok. Et c'est vrai, pour finir sur ça, mais c'est vrai que j'en parlais beaucoup avec Lionel Louis, Oui. qui est très aussi fan de productivité, un bon ami. Ah, vous êtes les meilleurs. Et c'est vrai que lui, il m'expliquait qu'effectivement, le but, c'est aussi de se connaître. C'est parce qu'on est tous différents sur les moments. En fait, malheureusement, personne n'est productif dans une journée de travail. C'est-à-dire que sur 7 heures ou 8 heures dans la journée, tu ne peux pas être productif toutes ces heures-là. Il y a des moments où tu es plus productif que d'autres. Et donc, du coup, tu as besoin de savoir. C'est un peu le livre qui s'appelle, je ne sais plus c'est qui l'auteur, c'est Avaler le crapaud, je crois. Ah oui, ouais, je vois très bien. J'ai oublié. Et en fait, il explique que, comme tu l'as dit, que faire la tâche la plus difficile, celle qui te fait fuir, Ouais. où tu trouves toujours autre chose à faire, Ouais, c'est etc., c'est justement celle-là qu'il faut aller faire le plus tôt possible parce qu'en fait, en termes de willpower, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, un peu cette force de volonté, tu en as beaucoup plus au début de la journée parce que Mhm. l'homme et la femme étant fait de la sorte où tu as une jauge de batterie de décision. Ouais, c'est ça. Donc en fait, plus tu prends des décisions et plus en fait, c'est difficile. Je caricature beaucoup, mais imaginons, tu es en plein régime, tu dis, ben, je mange pas de bonbons, je mange rien du tout, le matin c'est facile. Mais si tu as passé une journée où tu étais fatigué, que tu viens de faire, je sais pas, 30 minutes de marche, et que tu vas devant une boulangerie, et que tu prends l'odeur, ben, en fait, on vient t'attaquer dans un point sensible, tu vois. Ça, c'est dur. Et c'est pareil pour le sport aussi, hein, parce que je me souviens, c'était il y a 1 an et demi, j'avais une vraie discipline sport, c'est-à-dire qu'en gros, le matin, avant d'aller au boulot, je faisais mon heure de sport. Après, petit-déj, et puis après, j'allais au travail. Et c'est vrai que du coup, l'été, ça va, hein, mais l'hiver, c'était beaucoup plus dur de se mettre dans le mental de le faire. Et tu trouvais toujours une excuse. Ah, mais hier, je suis rentré un peu plus tard. Ah, mais je suis fatigué. Ah, mais j'ai bu. Ah, ceci, ah, cela. Et du coup, c'est vrai que faut réussir à éteindre son cerveau et juste y aller, quoi. Mais psychologiquement, c'est dur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu un adage qui dit
never miss twice. Ouais. En gros, ne manque jamais une habitude 2 fois. Ouais. Sinon, c'est foutu. Parce qu'après, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'on a combattu ça. J'ai fait un camp récemment, assez Ouais, dans le centre de la France, où c'était des réveils à... On ne savait même pas à quelle heure, parce qu'en fait, on nous a pris tout ce qu'il y avait de l'heure, donc les Oui. portables, les montres. aucune notion du temps. Aucune notion. Franchement, je me suis retrouvé, on était comme des faucons. On savait pas, on regardait le soleil, on disait, bon, peut-être qu'il est midi là, peut-être qu'il est 14h, etc. Mais oui, effectivement, c'est se faire réveiller à 3h, aller dans la piscine à 3 degrés, rester à durée indéterminée, faire 3000 jumping jacks, faire des courses d'obstacles dans la forêt, tu sais même pas où tu vas, faire des marches avec des sacs de 15 kilos, des kettlebells de 20 kilos. C'était chaud. Et en fait, ça m'a conforté dans le sens, dans le fait que ton cerveau, en fait, c'est un outil très puissant. Et qu'en fait, les seules barrières que tu as, c'est toi-même qui te les mets. Ouais, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand elles explosent, en fait, tu te dis, en fait, pourquoi je me suis mis autant de barrières pendant C'est ça. autant de temps, en fait. Et je pense que c'est la même chose sur la discipline, etc. Si tu sais que quelque chose te procure en tout cas, si tu es prêt, en tout cas, à faire ce sacrifice de satisfaction immédiate pour une satisfaction future, tu vois, c'est comme les études, etc. Et ben en fait, forcément, sur le long terme, tu gagnes, en fait. Ouais, c'est ça. Tu gagnes. Ouais, c'est pas bête ce que tu dis, parce qu'un truc tout bête, c'était un exemple que j'avais avec mon meilleur ami. On s'était dit pour nos 30 ans, qu'on va courir un semi-marathon. Lui, il n'avait pas forcément beaucoup couru. Moi, je courais, mais sans plus. J'avais jamais fait plus de 10 km. Et donc, lui, il s'est entraîné comme un fou. Moi, j'ai été le mauvais élève. J'ai couru juste une fois, je crois, 21 km avant le truc. Okay. Et en fait, moi, la barrière, c'était OK, j'ai réussi à le faire. Je sais que je pourrais le refaire. Peu importe le temps, je voulais juste le faire. Et au final, le jour J, je l'ai fait quand même. Mais juste le fait de casser cette barrière, en fait, tu te dis, en fait, il n'y a rien qui t'empêche d'accéder à ce que tu veux, quoi. Bien sûr. Non, bien sûr. Et ce serait quoi, d'après toi, si quelqu'un demain veut, parce que c'est vraiment, en tout cas, ton métier aujourd'hui, en tout cas, ton expertise, de pouvoir réussir à scaler des business, en tout cas, les analyser, voir qu'est-ce qui ne va pas, automatiser ce que tu peux potentiellement, et puis ensuite faire grossir ce business-là. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut, justement, pas forcément scaler son business, mais en tout cas, augmenter son CA, sa croissance? Son CA, sa croissance, déjà, je pense que le réseau, c'est vraiment une pierre angulaire à ce que tu recherches. C'est-à-dire qu'en gros, faut pas faire ton truc dans ton coin et espérer que ça marche. Il faut absolument que tu t'entoures de pairs qui puissent t'aider, même échanger sur les mêmes problématiques. Tu peux pas te rendre compte à quel point c'est hyper important pour ta vision, parce que toi, tu as toujours la tête dans le guidon. Et même pas forcément des gens de ton secteur ou de ton métier, même peut-être un peu plus large, parce que parfois, tu as des idées qui peuvent submerger, en fait, et tu n'avais pas forcément pensé à ça. Et ça, c'est hyper important. Et le deuxième point, je dirais, c'est aussi, mais c'est un peu bête, mais toujours parler avec son client. Ses clients, quand on était chez Grossribe et qu'on formait des apprenants, c'est le premier truc qu'on leur disait. Parler à tes clients, c'est primordial, parce que c'est pas toi qui as la bonne idée, c'est souvent eux. T'as pas la science infuse. Écoute tes clients. Parfois, il y a des fonctionnalités auxquelles t'as pas pensé, mais eux, ça leur est primordial. Et du coup, en travaillant sur ça, tu leur fais un outil sur mesure. Eux, derrière, si c'est un produit qui est assez viral, du coup, ils en parleront d'eux-mêmes, et ça te fera encore plus d'acquisitions, pour lesquelles forcément tu n'auras pas forcément investi beaucoup de budget, on va dire ça comme ça, marketing. Donc moi, c'est les deux trucs: parler à ton client et surtout parler à ses pairs. C'est vraiment les 2 points. Ok. Ouais, c'est vrai que je dis souvent que c'est très prétentieux de penser savoir ce que quelqu'un veut sans lui demander. Ouais. Tu vois, et encore plus en business. Toi qui te formes beaucoup, j'ai un pouvoir. Imaginons, je peux te faire apprendre n'importe quelle compétence en instantané. Tu choisis laquelle? Le développement web. Direct. C'est déjà revenu plusieurs fois. Ouais, parce que en fait, en plus, par rapport à ça, j'ai un peu une revanche à prendre, parce que dans mes études supérieures en master, j'avais des cours d'HTML avec un prof qui était vraiment pas pédagogue du tout. Ah ouais? Et du coup, ça m'a grave braqué. HTML sur le papier en plus, je suppose. Non, même pas sur le papier. Mais ça m'a braqué parce que il n'y avait pas la pédagogie. J'adorais ça. Okay. Et du coup, suite à ça, j'ai jamais vraiment remis les mains dedans.
Et en fait, je me dis aujourd'hui, ce qui est cool avec cette compétence et le fait de faire du développement web, c'est que tu peux déjà, travailler d'où tu veux, travailler quand tu veux et choisir tes clients. Donc en plus, c'est le Graal. Et du coup, moi qui aime bien, j'ai commencé à faire des formations sur ce sujet et que j'ai commencé à créer des sites. J'aime bien créer des sites pour des gens. J'en avais créé un pour ma copine il y a quelques temps. Enfin, j'adore. Enfin, c'est cool de partir d'une page blanche et à la suite de ça, tout est fonctionnel. Enfin, c'est comme un artiste, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est un truc ouais, que j'aurais bien voulu apprendre instantanément, quoi. Mais pourtant, il y a ChatGPT, il y a l'IA. Pourquoi tu veux Oui. quand même faire du dev? Bah, parce que mine de rien, oui, tu as l'IA et tout, c'est cool, mais l'IA ne fait pas tout. L'IA fait pas tout, même si tu fais le prompt le plus exceptionnel qui soit, tu auras peut-être un bug dans la matrice, il sera jamais comme toi tu veux. Et pour moi, j'ai pas envie d'aussi dépendre d'un outil tierce. Après, quand je parle de développement web, je veux pas être le pro en JavaScript et tout ça et comprendre tous les langages. Je me dis, mais moi, juste la création de site, tu vois, utiliser Webflow, WordPress, ça me va très bien. Et rester sur ce sujet-là et de concevoir des sites pour des clients, ça peut être un truc à l'avenir qui peut être intéressant. Surtout si tu alignes à côté de ça mes compétences en grosse, ça peut être vraiment intéressant. Ok. Et donc, du coup, tu vois, tu as déjà eu des clients en freelance avec lesquels tu as travaillé. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où tu as fait des erreurs avec des clients? Où tu t'es dit, soit par exemple sur le choix du client, en te disant, Ouais. j'aurais jamais dû travailler avec lui ou elle parce que ça c'est problématique. Ouais. Ou bien même sur une prestataire que tu as. Souvent ça arrive, on sous-évalue la quantité de travail d'une prestation. C'est quoi ton expérience sur le freelance sur ça? Alors, déjà, toujours se faire payer. Non, Non, t'as connu ça aussi? non, mais parce qu'en fait, on m'a fait 2 fois le coup. Où en gros on te dit oui, je veux un freelance qui m'aide pour faire de l'acquisition, etc. Et quand on vient à la partie cruciale du coup, ouais, mais je gagne combien? Ouais, mais tu sais, on va faire ça à la perf. Donc si tu me ramènes des clients, je te donne un pourcentage du deal closé, etc. Ça ne sert à rien en fait parce que déjà toi t'es pas motivé. Parce que tu te dis finalement j'ai pas de thunes donc qu'est-ce que j'ai à perdre du temps sur ça? Et du coup moi ça m'est arrivé, j'ai vite arrêté. Et l'autre c'était pareil, j'avais un gars qui m'avait demandé justement de l'aider sur sa partie business et tout pour justement lui générer de nouveaux clients. Et pareil, il me disait oui, à la perte tu vas toucher ça, 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 mais il voulait pas investir d'outils. Je dis bah comparé à l'autre client qui avait investi des outils, je lui ai dit mais ouais, mais je peux rien faire en fait. Et il me dit bah si, non mais on peut faire ci, ça. Je dis bah non, je peux rien faire. Si tu n'investis pas 1 euro, moi je peux pas faire grand chose et en plus je suis pas payé. Donc finalement, les collaborations s'étaient arrêtées là, quoi. Ok, Ouais. ok. Et juste pour parler effectivement de à quel point la compétence grosse est importante, tu as réussi à facturer jusqu'à combien de l'heure? De l'heure, je suis pas facturé énormément pour le moment. Le plus que j'ai pu faire, c'était 250 € de l'heure. Ok. Voilà. Sur celui dont on avait parlé? Ouais, c'est ça. Ça Voilà. peut être plus, hein? Ouais, je sais. Non, mais je voulais pas forcément faire plus parce que le client était quand même assez près de ses sous, même s'il le disait pas, mais il est vraiment très enclin à vouloir faire bouger les choses. D'accord. Et du coup, j'aimais bien la personne, donc j'avais vraiment envie de l'aider sur le business, donc j'ai pas fait plus, quoi. Ouais, ok, non, t'as raison. Ok, super, super. Écoute, Marvin, Yes. je vais te donner ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je te laisse Beau, ouvrir. beau tote bag en tout cas. Merci. C'est un short, je crois, non? Ah non, un t-shirt. Le t-shirt de l'Upgrade. Le t-shirt de l'Upgrade. Stylé. Est-ce que c'est un t-shirt que tu acceptes? Oui, j'accepte ce t-shirt. Mais du coup, il a l'air d'être un t-shirt sportif. Effectivement, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de l'Upgrade. Ok. Je l'ai marqué, pour être sûr de ne pas me... Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Alors, moi, j'ai analysé ce que tu fais. Et le Ouais. but, effectivement, c'est avec ce défi-là de te permettre toi aussi d'upgrade. Ouais. J'ai vu que tu fais pas mal de contenu sur LinkedIn. Tu es à faire des carousels, etc. et tout. Et justement, en tant que grow, je me suis dit, mais pourquoi ils pensent pas à ça? Ouais. Moi, j'aimerais bien
qu'à défaut de faire des carousels, Mhm. tu fasses des vidéos face cam. Ok, Donc en fait, le défi est le suivant. d'accord. Sur 30 jours, Mhm. 30 jours ouvrés, Ok, donc 21 à 22 jours, ok, je te demandais de partager sur LinkedIn un tips par jour ok, en face cam. d'accord. Ce défi, du coup, si tu le réussis, donnera lieu à une récompense. Dans le cas contraire, à une conséquence. Ok, Est-ce que ça te va? ça me va, mais ça dépend quand est-ce que je le commence. T'inquiète pas, la partie opérationnelle, on va se mettre d'accord. Ok? On se serre la main solennellement pour ça? Yes. Ok, super. Donc, maintenant que le défi est accepté, est-ce que tu aurais par exemple des conseils pour les auditeurs pour se lancer justement dans le growth ou dans la tech ou dans le digital de façon générale? Au-delà de ça, je dirais même un conseil classique dans tout ce que tu veux entreprendre. Un peu bateau, mais déjà, prends une feuille de papier, un stylo, tu définis quel est ton objectif principal, quel est ton plan euh, et à quelle échéance tu veux y arriver. Derrière, tu vas en découler des petits objectifs. Alors, faut pas forcément aussi, ça c'est un truc, même moi je me bats un peu comme pour ça, c'est faut pas se mettre une pression en se disant si je ne réussis pas, par exemple, aujourd'hui à faire mon objectif quotidien, ça va pas aller, enfin je vais tout rater, etc. Enfin, les objectifs aussi sont amenés aussi à évoluer dans le temps, Mhm. sur l'échéance. Ça, c'est un premier point, vraiment de définir tout ça de façon méthodique et détaillée. Ensuite, si c'est par rapport à des gens qui veulent se lancer dans le gros, dans le digital, comme je disais, dans un premier temps, regarder les formations qui peuvent être intéressantes pour toi, pour monter, du coup, de passer du 0 au 1, comme tu le disais. Euh, Te renseigner auprès des apprenants pour vraiment être sûr que c'est la bonne formation pour toi et que ça va vraiment t'apporter de la valeur parce que très généralement, tu payes ces formations-là, donc tu aimerais bien avoir un retour sur investissement. Le troisième point, c'est encore une fois le réseau, l'entourage. C'est bien beau d'avoir son cercle avec qui tu rigoles, tu passes du temps en vacances, etc. Mais si tu as l'occasion, je sais pas moi, d'aller boire une bière avec un directeur financier ou parler avec un VP-Boss ou même parler avec une personne qui est directeur marketing d'une fintech, j'en sais rien, fais-le parce que même si c'est assez loin de ton métier, ça peut quand même t'apporter déjà un réseau et deux, surtout potentiellement des nouvelles opportunités. Et je trouve que ça, c'est hyper important. C'est un truc que j'essaie de me forcer à faire. Des cafés virtuels aussi, ça peut être aussi envisageable, mais vraiment essayer de s'entourer de personnes qui t'aident à élever ton niveau, en fait. C'est bien beau, comme je dis, de rester avec ses potes d'enfance et tout, mais à un moment donné, c'est pas eux qui vont t'aider à monter, c'est clair. Et puis, le troisième truc, c'est un peu bateau, mais de jamais abandonner, de jamais lâcher. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais pas, moi je prends l'exemple de certaines personnes, tu vois, qui sont connues sur LinkedIn. Au départ, elles postent, les gens rigolent un peu parce que voilà, ils se disent mais qu'est-ce que tu fais, etc. Ça sert à rien ton truc. Ils sont restés dans leur truc à fond, à faire de la production de contenu. Et au final, par exemple, aujourd'hui, ils sont suivis par des milliers de personnes. Ils vivent très bien de ce qu'ils font. Et donc, du coup, c'est dans cet aspect-là que je dis ne lâche rien, dans le sens où il faut que tu restes focus sur toi, ton plan. Ne te pas laisser te distraire par des gens qui vous disent que tu es qu'un rêveur ou que tu vas jamais y arriver. Même si tu échoues au final, ouais, tu as échoué, mais tu as reçu plein d'apprentissages qui te permettront que ton prochain objectif, tu ne retomberas pas dans les mêmes travers. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Et de ne pas avoir peur de se casser les dents parce que tout le monde l'a fait. Et par rapport à ça, faut pas avoir honte de ça, quoi. C'est vrai qu'en France, on a tout le temps cet aspect, ouais, l'échec est pointé du doigt par rapport aux US, où les US, mine de rien, c'est beaucoup mis en avant, cette culture-là. Mais aujourd'hui, les temps changent et les visions changent, donc fais de ces échecs une force, quoi, en fait, tout simplement. Ok, ouais, super conseil. C'est quoi pour toi, d'après toi, les tendances digitales à surveiller en ce moment? En ce moment, je dirais forcément l'IA, Mm. le no-code qui prennent des puissances, enfin encore plus de parts de marché, plus d'importance. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, c'est pas forcément une compétence digitale, mais ça peut aider justement au digital. Pour moi, c'est un truc
c'est pas forcément beaucoup, les gens ne parlent pas forcément beaucoup, mais c'est tout ce qui est l'aspect analyse comportementale, Ok. comment les clients se comportent, quels sont leurs biais cognitifs, parce qu'aujourd'hui, mieux tu sais analyser l'humain, plus tu es à même de le convaincre de faire certaines tâches ou certaines actions, de prendre ton produit, enfin peu importe, de manipuler, on va dire, c'est comme ça. Mais du coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pour moi, enfin, si j'avais les capacités d'un psychologue ou d'un psychanalyste, ouais, je les utiliserais à mauvais escient pour mon business, je te le dis, ça c'est clair. Quel homme turbulent. Il faut. Ok, non, franchement, écoute, Marvin, franchement, merci d'être venu sur Self-Upgrade. Ah, C'est merci. vraiment, vraiment cool. Bel échange. Et puis, je suis bien content de tout ce que tu as fait depuis qu'on se connaît. Ouais. Vraiment, chapeau pour ça. C'est très, très cool. Ton parcours est intéressant et je pense que je peux en inspirer d'autres. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs? Bah ouais, lâchez rien déjà dans un premier temps. Si voilà, si vous avez envie enfin, de parler ou quoi que ce soit, de me contacter, n'hésitez pas sur LinkedIn. C'est Marvin le M parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle aussi Marvin Mendy dans le marketing, donc c'est un peu compliqué. Mendy, donc contactez-moi, que ce soit pour des cafés virtuels ou même si vous avez des besoins en freelance, je suis toujours là. Ok, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description, Marvin Ouais. M. Mendy. En tout cas, merci encore une fois, Marvin. Et puis, écoute, on se revoit très vite alors. Yes. Salut, ciao, Merci. ciao. Ciao. Bye.